Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, il y a plus de 3 ans, le 24 février 2022, Vladimir Poutine a poursuivi l'invasion de l'Ukraine entamée dès 2014 avec l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass. La Russie rêve de rebâtir un empire sans frontières. L'Ukraine et son peuple résistent courageusement. Toute une nation se bat. Nous lui devons respect et reconnaissance. Le dévouement et la pugnacité du peuple ukrainien ont fait échouer le plan opérationnel de Vladimir Poutine. Le pouvoir ukrainien est toujours en place et Kiev n'est jamais tombé. Il n'en reste pas moins que la Russie poursuit une opération de destruction de l'Ukraine par l'agression armée, mais aussi par les politiques de répression et de russification forcée, visant à éradiquer toute trace de la culture et de la langue ukrainienne dans les territoires occupés. Depuis la prise de contrôle du Parlement de Crimée par des groupes armés russes, se pose la question de la souveraineté de l'Ukraine. Reconnaissons-nous aux Ukrainiens le droit de décider pour eux-mêmes? Ou sont-ils condamnés, même indépendants, à rester dans la sphère d'influence et sous le contrôle de la Russie? Pour nous, la réponse est évidente. Le peuple ukrainien est souverain. Il doit pouvoir décider de son avenir. Alors, toute négociation sur la fin de la guerre ne peut être considérée comme telle et ses conclusions ne peuvent être reconnues par l'Union européenne et la France que si ces 3 conditions sont respectées. Si l'Ukraine est actrice des négociations, si l'Europe participe aux pourparlers et si les garanties de sécurité de l'Ukraine comme État-nation indépendant et souverain sont données. L'Europe, jusqu'ici, a refusé l'écrasante logique impérialiste russe. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la pérennité de l'Ukraine, mais c'est l'avenir de l'Europe. Pour les dirigeants russes, l'objectif n'est pas seulement l'annexion de l'Ukraine, c'est le démantèlement de l'Europe. L'Union européenne doit donc s'affirmer comme une force politique. Ce qui implique aujourd'hui, de ce contexte, de s'affirmer également comme une force militaire. Car depuis 2014, l'Union européenne n'a rien fait pour renforcer sa défense commune. Certes, il y a eu 2022, un sursaut bienvenu. L'Union européenne a su être présente auprès de l'Ukraine et à l'aider financièrement, de manière humanitaire et de manière militaire. Mais l'Europe est-elle davantage en capacité de se défendre qu'en 2014? Je ne le crois pas. Elle s'en est paresseusement remise aux États-Unis, les considérant comme le garant ultime de notre sécurité. L'Europe s'est reposée sur les États-Unis et a alors renoncé à s'imposer comme un acteur majeur sur la scène internationale. Ainsi, le 18 février dernier, une discussion bilatérale sur l'avenir de l'Ukraine se tenait entre les États-Unis et la Russie. Les Européens étaient exclus, l'Ukraine écartée. Ce jour-là, l'Europe a pris conscience de sa solitude et de sa fragilité. Elle a assisté impuissance au changement de positionnement des États-Unis. Non seulement les États-Unis votent contre la réaffirmation du soutien à l'Ukraine lors des assemblées des Nations Unies, menacent de retirer leur soutien militaire, mais ils reprennent également à leur compte la propagande russe. Propagande russe que nous entendons malheureusement sur nos bancs dans les bouches de Marine Le Pen. Ce jour-là, cette guerre lointaine aux frontières de l'Europe s'est imposée à nous. Impossible de zapper, d'oublier. Pour la première fois depuis 1945, la peur de la guerre s'insinue en chacun de nous. La menace russe se concrétise et la protection américaine s'étiole. Donald Trump prétend 80 années de construction du droit international, en fondant sa politique sur l'intimidation, la prédation et l'extorsion. Il s'engage dans la course à l'accaparement des ressources, que cela soit par le chantage par rapport à l'Ukraine ou par l'expression de la volonté d'annexion du Groenland. Il ne reconnaît que la force brutale et se permet d'humilier devant les caméras Vladimir Zelensky, président de l'Ukraine et héros de guerre européen. Le plan de paix, travaillé à ce qu'on lit dans la presse, entre le Royaume-Uni, la France et l'Ukraine, et dont j'aurais aimé, Monsieur le Premier ministre, que vous nous en disiez un mot, sera, pour les États-Unis et pour l'Europe, une heure de vérité. Soit Donald Trump accepte de renouer le dialogue avec les Européens, soit il s'aligne définitivement sur la Russie, assumant un reversement d'alliance totale.
Dans tous les cas, l'Europe est au pied du mur. Elle ne peut rester soumise aux soubresauts de la politique américaine. Le groupe écologiste et social soutient donc un engagement militaire renforcé à destination de l'Ukraine, notamment par la fourniture d'équipements de défense avancés, la formation des forces ukrainiennes et le renforcement des troupes européennes dans les pays frontaliers de l'Ukraine. Le groupe écologiste et social rappelle également qu'il est impératif d'affaiblir financièrement la Russie, et cela de 3 manières. La première, en utilisant les 200 milliards de capital des avoirs russes qui dorment dans nos banques pour financer la résistance et la reconstruction de l'Ukraine. Le groupe écologiste et social propose d'ailleurs à l'ensemble des députés de l'arc républicain de consigner une proposition de résolution en faveur de l'utilisation des avoirs russes gelés. Ensuite, il faut arrêter l'achat de gaz, de pétrole et d'uranium enrichi russe. Chaque euro versé à Gazprom ou aux compagnies fossiles est un euro qui finance la guerre russe. La vraie souveraineté passe par une transition énergétique ambitieuse qui nous libère des hydrocarbures russes et américains. Enfin, sortons de nos dépendances aux engrais russes, dont la France est le plus gros importateur. La sortie du modèle de l'agriculture intensive est tout autant un impératif écologique qu'un impératif de souveraineté. Sortir de la dépendance énergétique, c'est cela, la véritable zéro dépendance. Le groupe écologiste et social appuie la demande des Ukrainiens que Vladimir Poutine soit jugé devant la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre commis. Enfin, les négociations pour la paix devront également comprendre un plan de désescalade nucléaire, la définition de zones dénucléarisées, des mesures de contrôle des armements et de prévention des escalades nucléaires. La priorité aujourd'hui est de garantir une sécurité européenne autonome. L'Union européenne doit accélérer la mise en place d'une défense européenne incluant le Royaume-Uni et travailler en partenariat avec des alliés non alignés. Cela est nécessaire pour la garantie de notre sécurité, la stabilité du continent et plus largement celle de l'ordre international. Pour cela, il est indispensable d'adopter une stratégie diplomatique unifiée. L'Union européenne ne sera crédible sur le plan international que si elle adopte une stratégie diplomatique concertée et cohérente. Il est aussi nécessaire d'établir une base industrielle de défense européenne afin d'être opérationnellement indépendant et de garantir l'interopérabilité entre les armées européennes. En effet, augmenter les dépenses de défense si c'est pour acheter américain, cela ne garantit pas notre indépendance. Et pour assurer cette souveraineté industrielle, la France doit activement empêcher la fermeture des industries françaises. Perdre aujourd'hui des compétences et des capacités de production est une grave erreur. Il est temps là que le gouvernement mette en accord et en cohérence ses discours et ses actes. Enfin, il convient de renforcer le pacte vert et d'amplifier les mesures permettant de sortir de la dépendance aux énergies fossiles en provenance de pays ennemis ou de potentiels rivaux systémiques. La dépendance énergétique de l'Europe à la Russie, aux États-Unis et au Qatar n'est pas viable dans le cas de conflit mondial. Enfin, l'heure n'est plus aux hésitations. Si certains pays bloquent par opportunisme ou par rapport idéologique avec Poutine ou alignement avec Trump, avançons dans une coalition des pays volontaires prêts à garantir notre propre sécurité. La sécurité de l'Europe et de la France passe également par un changement dans sa politique étrangère. La Russie cherche à développer ce qu'elle considère être une majorité mondiale, c'est-à-dire s'appuyer sur les pays du Sud pour construire une majorité contre l'Occident. L'Europe ne doit pas laisser la Russie s'isoler. La France et l'Europe ont ainsi l'impératif moral et l'impératif diplomatique de ne pas laisser s'installer un double standard. L'Europe ne peut pas défendre l'intégrité de l'Ukraine et abandonner la Palestine. Le droit international doit prévaloir partout et protéger chaque peuple. L'aide humanitaire à destination des Gazaouis vient d'être suspendue. Les opérations israéliennes en Cisjordanie se multiplient. L'Europe ne peut rester inerte. Elle doit suspendre l'accord d'association avec Israël et reconnaître l'État de Palestine. Enfin, nous, écologistes, nous souhaitons affirmer que nous ne pouvons soutenir une économie de guerre inconditionnelle qui reviendrait à abandonner la bataille climatique et à faire passer au second plan la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ce que nous proposons, c'est une écologie en période de guerre, renforcer nos avantages stratégiques par des mesures limitant la dépendance de notre pays aux énergies fossiles, prenant en compte la finitude et la rareté des ressources critiques et anticipant la dépollution des environnements affectés par les activités militaires.
Nous sommes entrés dans un monde de prédation, d'extorsion et d'agression. Notre modèle démocratique est ébranlé par les ingérences russes. Nos valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité sont attaquées par une internationale fasciste qui s'implante en Europe, dans notre pays et sur nos bancs. À nous de les combattre et d'être les protecteurs de nos idéaux. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole